Donc, comme c'est prévu dans le programme, je vais essayer de présenter le projet Desertec. Aussi, quelques mots sur le plan solaire méditerranéen. Là, je vais aller vite puisque Madame Blot vient d'en présenter une partie. Et puis, je montrerai un petit peu les impacts socio-économiques, aussi bien pour le Maroc que pour les pays voisins et pour tous les pays qui sont visés par le projet Desertec. Je commence toujours ma présentation par ce qu'a dit John Kennedy. Les problèmes du monde ne peuvent pas être résolus par les sceptiques ou les cyniques dont l'horizon est limité par les réalités évidentes. Nous avons besoin d'hommes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé, le changement et la loi de la vie. Et ceux qui ne regardent que dans le passé ou le présent sont certains de rater le futur. L'esprit humain est notre ressource fondamentale. Alors, pour justifier l'existence du projet Desertec, je dois faire un petit résumé sur ce qui se passe dans la problématique de l'énergie dans le monde. Tout d'abord, ce tableau, ce qui est important, c'est la colonne qui est complètement à droite, en pourcentage, et ce qui est important aussi, ces unités de mesure de l'énergie. Je sais que la plupart, c'est des enseignants-chercheurs, c'est leur métier, mais malgré tout, je tiens à préciser que l'unité pour mesurer l'énergie, c'est l'unité officielle, c'est le joule, ou c'est la calorie. Mais dans le langage courant, et même dans tout ce qui est maintenant l'électricité, on utilise le kilowattheure. Il y a naturellement une relation entre le kilowattheure et le joule, c'est-à-dire 3,6 10 à la puissance 6 mégajoules. Alors 3,6 mégajoules, c'est 1 kilowattheure. Mais les kilowattheures, en général, on regarde ça, on voit ça dans les factures d'électricité. C'est une unité, mais il y a beaucoup d'autres unités, et les économistes, pour comparer les énergies entre elles, les sources d'énergie, le charbon, le pétrole, le gaz, etc., ils ont inventé une unité qu'on appelle la TEP, la tonne d'équivalent pétrole. Et bien sûr, il y a une relation, la tonne d'équivalent pétrole, c'est la quantité d'énergie contenue dans une tonne de charbon quand on la brûle, dans une tonne de pétrole, pardon, quand on la brûle, et quand on l'a mesurée, c'est à peu près 11 600 kWh. Et donc, ce qu'on fait, on prend le kilowattheure, on le multiplie par 1000, on obtient le mégawattheure, après par encore 1000, ça fait le gigawattheure, et puis le térawattheure, etc. Seulement, j'entends souvent même dans la presse qu'on dit que le Maroc, par exemple, il va dans les énergies renouvelables, choisir les énergies renouvelables, et ils vont contribuer à 42% de la consommation nationale, ce qui est faux. Ils vont contribuer, à mon avis, seulement à 28%. Les 42% qui sont inscrits, c'est la puissance installée. C'est-à-dire 42% de toute la puissance qui est installée, pas la consommation. Parce que la consommation, c'est autre chose, c'est une énergie qui est déjà produite. Vous savez bien que les énergies renouvelables, en particulier le vent et l'eau solaire, c'est des énergies, c'est des sources intermittentes. Des fois, il y a beaucoup de vent, des fois, il y a peu, des fois, il n'y en a pas. Et le soleil, c'est la même chose. Donc, la puissance et l'énergie, ce sont deux grandeurs complètement différentes. Alors, ce tableau, la colonne à droite, quand on regarde le pétrole, le charbon, le gaz naturel, etc., on voit que plus que 80% de l'énergie produite dans le monde, elle provient des énergies fossiles. Le charbon, le gaz et le pétrole. Si on ajoute encore 5,8% de l'énergie produite à partir de l'uranium, c'est-à-dire du nucléaire, alors on remarque que plus que 85% de l'énergie produite dans le monde, elle ne vient pas d'énergie renouvelable. Et quand on utilise le mot énergie renouvelable, on pense souvent au pétrole et au gaz, au pétrole et au charbon,
pardon, au solaire et au vent, mais l'hydraulique fait partie aussi des énergies renouvelables. Alors, c'était la production, ça c'est la consommation. Important, c'est que on a besoin pour alimenter le monde entier en énergie de 8,4 milliards de tonnes d'équivalent pétrole. C'est la consommation en moyenne par an, et on voit bien que ce sont les pays de l'OCDE, les pays riches, qui consomment le plus. L'électricité, c'est une partie de toutes ces énergies. C'est à peu près 20 000 TWh, et ces 20 000 TWh, une partie, elle est produite par le nucléaire, 13,5%, le gaz, 21%, le pétrole, 5,5%, etc. Alors, ça, c'est un graphique qui montre un peu les différences entre les pays qui consomment de l'énergie, qui consomment l'électricité. Il est évident, c'est connu, l'américain, il consomme en moyenne, un américain, 12 365 kWh par an. Un allemand, il consomme 6 718, presque la moitié. Un Algérien, il consomme en moyenne 850 kWh, un Marocain 650 kWh, et un Tunisien 1110 kWh. Il est facile à démontrer, ceux qui connaissent un peu les statistiques, qu'il y a une forte corrélation entre la consommation de l'énergie et le bien-être d'une famille, d'un pays, d'une ville. Et donc, vous voyez, là, on consomme beaucoup. En général, le moyen de vivre, il doit être plus important que dans la région, on consomme moins d'électricité. Monsieur Achour, il a montré cette carte, donc il ne reste pas longtemps, mais elle montre effectivement que les consommateurs sont en haut, en Europe, l'Europe du Nord surtout, en Amérique, l'Amérique du Nord, les États-Unis, Canada, et complètement à droite, c'est le Japon, et l'Afrique du Nord, on voit Tanger, enfin Casablanca, Rabat, Tanger, l'Algérie, ça va la Tunisie, l'Égypte, l'Ascandaria, etc. Et qu'en Afrique, toute l'Afrique, on voit subsaharienne, c'est l'ombre, c'est la nuit. Il n'y a pas d'électricité. Et toutes les statistiques montrent que, effectivement, on a beaucoup à faire pour aider nos amis africains à au moins avoir accès à l'électricité. Parce que c'est grave. Il n'y a qu'entre 2 et 5% d'Africains qui ont accès à l'électricité. C'est-à-dire plus que 95%, ils vivent sans électricité. Alors, avant de commencer des articles, cette courbe elle est vraiment très très importante. Ça, c'est les conséquences de l'utilisation de ces sources fossiles qui sont le charbon, le pétrole et le gaz pour produire de l'énergie et aussi de l'électricité. L'énergie, ça veut dire aussi le transport, la mobilité et le reste. Et ce graphique, c'est très très important. Il montre que entre 1860 à 1960, ça fait un siècle, on a émis dans l'atmosphère même pas le quart de ce qu'on a émis maintenant en 40 ans. C'est-à-dire en 40 ans, les dernières années, on a émis des gaz à effet de serre, dont le CO2, le dioxyde de carbone, le plus dangereux, on a émis 4 fois ce qu'on a émis pendant un siècle. C'est dû naturellement à l'industrialisation, beaucoup de pays, surtout la demande en énergie des pays émergents, la Chine, l'Inde et le Brésil. Alors, ces CO2 dans l'atmosphère, ils ont beaucoup de conséquences. On les voit aujourd'hui. Il neige là où il n'a jamais neigé. Il a arrêté de pleuvoir là où il n'a toujours plu. Il y a des changements brusques de température, des catastrophes, la famine, les maladies, les allergies. Hein, ça, on le remarque. Je pense que le monde entier sont d'accord qu'il y a un changement grave de l'environnement. Et ces 3 photos montrent ce qui se passe. C'est en Groenland. Le même glacier a été photographié 3 fois. En 1992, il est encore blanc. On voit ici, il y a un tiers de glace qui est parti. Et en 2005, c'est un peu plus qu'un tiers. Donc vous voyez,
toutes ces glaces qui fondent dans la mer, ils vont augmenter le niveau des mers et vont créer encore des catastrophes et encore plus graves. Vous avez fait exprès de ne pas le montrer en 2012, à quoi ça ressemble, pour ne pas effrayer l'assistant? Pardon? Vous vous êtes arrêté à 2005, vous avez fait exprès de ne pas montrer en 2012? C'est vrai que je n'ai plus d'argent d'aller jusque-là pour photographier. Alors, ça, ce sont des données connues, c'est que tout le monde est d'accord que ces sources qu'on utilise aujourd'hui, elles ont une durée de vie très limitée, au rythme de la même consommation qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas vrai, puisque chaque année on consomme plus, mais si on reste même à une consommation constante, moi j'ai fait les calculs avec mes étudiants à l'ENIM, un calcul dynamique, et on trouve des chiffres, des nombres plus petits que cela, c'est-à-dire que le pétrole, il dure encore 30 ans, c'est vraiment très optimiste. Le gaz naturel, 33 ans, et le charbon va durer plus longtemps, 150 à 200 ans, et l'uranium, que je n'ai pas écrit ici, à peu près 42 ans. Alors on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque avec le pétrole, on a l'électricité, mais on a aussi les voitures, les bus, enfin tout. Donc là, il y a une course. Déjà, l'Allemagne, elle va lancer cette année, l'année prochaine, jusqu'à 3 millions de voitures électriques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde des autres alternatives pour ne pas tomber dans ce problème qu'il n'y a plus de pétrole et qu'on va rester immobile. Cette partie du photovoltaïque, ça a été dit, je vais la sauter, donc j'arrive à Désertiaque. Alors, vous voyez, d'abord, d'un côté, ces sources, elles sont limitées, elles vont disparaître. D'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus les utiliser, même si elles existent, parce qu'elles polluent l'atmosphère et elles nous posent des problèmes de santé. Et d'un autre côté, il y a une population qui croît très très rapidement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à peu près à 7 milliards d'années, dont en 2050, on sera à 10 milliards de personnes. Et donc, si on fait beaucoup d'efforts, maintenant peut-être qu'on arrivera à 9 milliards. Donc, ces 10 milliards 2050, ils vont avoir besoin de plus d'énergie. Donc, il faut qu'ils consomment. Et le niveau de vie, de toute façon, il s'améliore. Ça s'améliore. Les gens, ils ont... Avant, beaucoup de gens n'avaient pas un réfrigérateur. Tout le monde a un réfrigérateur. Donc, la consommation, elle augmente. On a calculé qu'en 2050, on va consommer à peu près 3 fois ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc, quelques données sur le Soleil. En une heure, le Soleil fournit à la Terre une quantité d'énergie supérieure à celle que le monde entier consomme en moyenne pendant une année. Donc, si on utilise seulement 0,01% de cette énergie, ça nous permettrait de nous passer du pétrole, du gaz, du charbon et de l'uranium. Le projet Désertiaque repose sur le principe que l'installation de centrales thermiques, bon maintenant, le Désertiaque il parle aussi des éoliennes et du photovoltaïque, de centrales thermiques sur seulement 0,3% des 40 millions de kilomètres carrés des déserts de la planète suffirait à couvrir les besoins électriques de la planète. Ce graphique est vraiment très très important puisque tout ce qui est en jaune, c'est le désert. Donc on voit le désert, il n'est pas seulement au sud du Maroc, en Afrique, il est partout dans le monde, même en Asie, en Amérique. Et les calculs qui ont été faits montrent que plus que 90% de la population, des gens de la planète, ils vivent à moins de 3000 km d'un désert. 3000 km, ce nombre est important. Donc, 90%, ils vivent au maximum à 3000 km. Ça veut dire qu'on peut mettre des installations dans ces déserts, on met des lignes pour transporter 3000 km et on peut alimenter en électricité ces populations. Alors, ça nous a poussé à faire des calculs à l'université de Kassel et on a fait le scénario, produire l'électricité au Maroc et l'exporter en Allemagne jusqu'à Kassel. On a pris exactement 3000 km en utilisant la nouvelle technologie proposée d'ailleurs par le Conseil Désertiaque qui s'appelle HTCC, haute tension à courant continu. La différence avec c'est-à-dire on transporte le courant
avec la tension continue. Quand il arrive, bien sûr, il va être changé en alternatif. Donc les pertes, c'est seulement 3% tous les 1000 km, donc 3000 km, même pas 10%. Et donc, ce scénario, on peut l'appliquer à toute une population du monde, puisque 90%, ils habitent à moins de 3000 km. Alors, ce tableau, bon, il résume les calculs que nous avons faits. Ça, c'est un travail qui a été fait par d'abord l'initiateur du projet Desertec, c'est le docteur Gerhard Knies, qui était avec moi plusieurs fois ici au Maroc, et puis docteur Oliva Stein-Metz, qui montre, regardez la première colonne. Alors, on prend en 2050 que le besoin en énergie, il va être triplé. Normalement, il peut être plus. Donc, chaque personne aura en moyenne besoin de 6 MWh par jour. Chaque personne en moyenne. Peut-être les Américains plus et les Marocains moins, ça on verra d'ici là. Et ça, y compris la mobilité. Parce qu'on veut dire aussi que ce sera une mobilité électrique, même le téléphone et tout. Donc, quand on voit une population de 10 milliards de personnes, on multiplie par 10, donc 6 par 10, ça fait 60 000 TWh par an. 60 000. Ce tableau en bas, il montre seulement la moyenne d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en moyenne, le monde, il consomme, une personne, elle consomme 3,1 MWh. Alors que nous, on dit d'ici 2050, seulement 6 MWh. Vous voyez, c'est pas exagéré. Alors, la colonne à droite, au milieu, on sait qu'un jour, il a 3000 heures d'ensoleillement par mètre carré. 60, on divise, on trouve qu'on a besoin d'installer 20 000 gigawattheures d'ici 2050 pour alimenter tout le monde en électricité. 20 000 gigawattheures. Donc, on sait que d'ici 2050, il reste encore 40 ans. Donc, ça fait 14 600 jours. On fait des calculs, on divise, on trouve qu'il faut commencer à installer, à partir d'aujourd'hui, 1,4 gigawatts par jour. 1,4 gigawatts par jour. On sait que ça fait à peu près par kilowatt 5 000 €. On multiplie et on obtient qu'il faut dépenser à partir de maintenant, jusqu'à 2050, 7 milliards d'euros par jour. C'est le plus grand chiffre d'affaires qui puisse exister sur la planète depuis l'existence de l'homme sur la Terre. On l'a comparé à l'aéronautique, l'industrie automobile, etc. C'est vraiment le plus grand chiffre d'affaires. Ça veut dire on va dépenser 7 milliards d'euros par jour. Professeur, c'est pas parce que vous organisez que vous allez... Oui, ça va venir. Alors je vais seulement dire ici, par exemple, regardons la Chine. La Chine, elle a installé, dans la colonne à droite ici, la Chine, elle a installé 174 nouvelles centrales thermiques en une année, en 2006. Chacune a une capacité de 500 MW. Donc la Chine, elle installe par jour, en moyenne, déjà 240 MW, 0,24 gigawatts par jour. Le projet Desertec, maintenant c'était le monde, c'était les 10 milliards de personnes. On regarde maintenant ce qui va se faire dans le futur. Ils ont déjà commencé, c'est le concept Desertec pour les pays MENA, Middle East et North Africa, ce sont les pays de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Là, on va produire de l'électricité pour d'abord le besoin local, le besoin national, et puis une partie, ça va être exportée en Europe, c'est une grande partie, mais elle ne va couvrir que 15-17% des besoins européens. Alors 15% des besoins européens, c'est énorme. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, en tant que pays, toute seule, elle consomme plus que tout le continent africain. Donc vous voyez, 10%, c'est vraiment énorme. 15% d'export, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, ce sont les installations, et puis ce sont les lignes à haute tension courant continu qu'il faudra utiliser pour minimiser les pertes. Et ce que vous voyez ici en rouge,
c'est la surface qui suffirait dans le désert pour produire l'électricité pour le monde entier. La deuxième, c'est pour l'Europe et les pays MENA, pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Et la troisième, c'est seulement les pays MENA. Alors on a fait, pour voir un petit peu ce que ça nous coûte, tout ce projet, si on le réalise, eh bien, ce qui est important, c'est là où il y a les flèches. L'investissement, on a fait les calculs seulement pour le solaire thermique à haute température, le CSP, ça fait 350 milliards d'euros, et plus les lignes à haute tension courant continu, 45 milliards, ça fait 400 milliards d'euros. Ça veut dire le projet désertaire, pour le réaliser dans les pays MENA avec l'Europe, il faut dépenser 400 milliards d'euros. Alors, pour réaliser le projet, les grands de l'Allemagne d'abord, les grands, c'était en 2009, les grandes sociétés, Münchner Versicherung, Deutsche Bank et On, se sont réunis en juin et ils ont créé une société qui s'appelle DII, Desertec Industry Initiative, qui va faire toutes les études qu'il faut et trouver les investisseurs pour réaliser le projet Desertec, commençant naturellement par l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. À ce moment-là, la création, c'était d'abord l'initiative de Gerhard Knies, qui était l'initiateur de Desertec. C'est lui qui a réuni tous ces gens-là. Et donc, ils ont mis de l'argent pour créer cette société qui va faire la planification, les législations, les accords, les études, etc. Jusqu'à maintenant, ça marche. Le plan solaire méditerranéen, si vous voulez, c'est autre chose. C'est une initiative de... je dirais moi-même la différence entre Desertec et le plan solaire méditerranéen, je dirais que le plan solaire méditerranéen, c'est politique. L'autre, c'est plutôt une initiative d'un réseau, et puis c'est devenu d'abord industriel. Et avec le temps, naturellement, le gouvernement allemand, bon, tout le monde se met parce que le projet il devient de plus en plus important au Desertec. Et donc ce sont deux projets qui, au début, c'était un petit peu concurrents. Bon, avec le temps, tout ça, bien sûr, chacun il apprend de l'autre pour voir qu'il faut coopérer, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et donc le plan solaire, d'ailleurs j'étais avec Dr Knies à Kassel, puisque le jour où ils ont créé cette société, c'était Mme El-Khadra qui m'a appelé. Mme Mustafa, il y a la presse qui écrit, il y a l'Algérie, il n'y a pas le Maroc. L'Algérie a assisté à cette réunion, ce qui n'était pas vrai, c'était la société, c'est vital. J'ai dit, Madame la ministre, c'est pas l'Algérie, c'est pas politique, c'est vital. Donc j'ai envoyé d'autres journaux, et puis elle voulait voir ce monsieur Dr Knies, et j'ai vu quand je l'ai appelé, il m'a dit, Mustafa, je monte de Munich à Hambourg, et je passe par Kassel, je peux faire une escale à 17h, puis on le fait. Et je me souviens, en buvant un café dans une terrasse, il commençait à pleuvoir un peu, son portable, il sonnait, c'était Sarkozy. Donc il voulait savoir pourquoi cette réunion, est-ce que le plan solaire méditerranéen, etc., etc., c'est une longue histoire. En tout cas, le plan solaire méditerranéen, on voit bien, Madame Blota l'a dit, c'est au Maroc, ils sont prévus 33 projets, en Turquie 29, etc. L'Algérie, c'est marqué la 6, le Liban 4, l'Italie, la Palestine, surtout le PFAO, et professeur, je vais vous demander vraiment de conclure. Voilà. Donc, pour conclure, je vais un peu là. Bon, la présentation, de toute façon, vous pourrez la voir. On a tout à l'heure la partie questions-réponses. Voilà, je vais à la fin. Le reste, il va rester dans une présentation. Bon, tout ça, c'est Mazin, je ne vais pas naturellement pas le faire. Je vais seulement, ça va être demain après-midi par M. Abdouheb Safi en détail présenté. Je vais seulement revenir, cette partie aussi, les technologies, leur fonctionnement, le solaire thermodynamique, ce sera demain présenté par mon collègue
Bakas de la faculté de sciences et techniques à Rachidia. Mais je voudrais seulement dire un mot sur ça, c'est que les technologies qu'on vit aujourd'hui dans le monde, dans le solaire thermodynamique, ce sont les 4 que vous voyez ici. Elles ont tous plus ou moins le même rôle, et nous avons été amenés. Il y a, bon, d'abord, il y a la GIZ qui a fait un travail, je ne sais pas, une institution au Maroc qui était intéressée, etc. Il y a les Allemands, le Fraunhofer Institut, avec l'aide et le financement peut-être de la Banque mondiale, etc. Moi aussi un petit peu, j'ai lu par là et là, j'ai essayé de me renseigner chez quelques entreprises, et on arrive plus ou moins à des résultats qui, à mon avis, ne diffèrent pas trop les uns des autres, à savoir que, on prend le cas au Maroc, est-ce qu'on peut fabriquer ces composantes? Parce que, je l'ai dit ce matin, l'argent, 80% de ces 400 milliards d'euros, c'est la technologie. Si on ne fabrique pas, si on n'a pas d'industrie, on n'a rien. Le chômage va rester, il va augmenter, etc. Donc, on a essayé un petit peu de faire un peu la chaîne de valeur. Naturellement, non, c'est la chaîne de valeur du photovoltaïque et de l'éolien. Donc, les miroirs, on ne peut les fabriquer au Maroc que lorsqu'il y a un très grand marché. Faire venir des entreprises ici pour tout ce qui est industrie de glace est aussi difficile. Il n'y a que 2 pays arabes qui ont une industrie de glace, c'est l'Algérie et l'Égypte. Au Maroc, on a parlé avec les responsables et tout, ils disent que le verre, il consomme beaucoup d'énergie, etc. Je ne sais pas. En tout cas, on peut fabriquer du verre s'il y a très grand marché. Les récepteurs, oui, en moyen terme. Les récepteurs, c'est le tube où il y a le fluide caloporteur. Les structures métalliques, tout de suite. Les polygones, oui, aujourd'hui, les traits partiellement, etc. C'est-à-dire qu'en tout, on fait les calculs, on peut fabriquer demain, on peut commencer, on a au moins 30 à 35%. Donc 30-35% de ce budget, c'est quand même beaucoup d'argent, et ça peut créer de l'emploi, etc. Je finis seulement pour dire un petit peu que nous avons commencé à nous entraider, professeurs, quelques amis qui ont des petites entreprises, etc. On a notre réseau Renet. Et ces installations, c'est made in Morocco, pour la première fois. Hein, c'est ce qu'on appelle les bancs didactiques, pour simuler exactement le soleil en vrai. Hein. C'est pas nouveau, enfin, mais au Maroc c'est nouveau, c'est pas vrai qu'en Allemagne, etc. Aujourd'hui, ils sont au Maroc, ils sont beaucoup moins chers naturellement, et ça crée aussi quelques emplois. Et ce que vous voyez ici, c'est installé à l'École nationale de l'industrie minérale, l'ENIM à Rabat, qui est jusqu'à présent, disons, pour former les ingénieurs le plus d'équipements. Et aussi à l'ENIM, ça c'est Made in Morocco, c'est une société de Casablanca. Ça c'est une installation qui a été installée aussi, un projet avec les Allemands, c'est à l'ENIM, connecté au réseau d'ailleurs. Et puis, la plus neuve, c'est 103 installations que vous voyez. C'est le monocristallin, silicium, c'est le silicium polycristallin et c'est le silicium amorphe, pour que les étudiants puissent bien comprendre les différences de ces technologies, pour le choix des technologies dans un site donné, les orientations, parce que là, il y a le changement d'orientation, inclinaison, etc. Et ça, c'est les ingénieurs. Vraiment reconnaître que vous m'avez lu, parce que depuis ce matin, vous n'arrêtez pas de me parler de respect des délais. Et là... Voilà, c'est la dernière page, vous voyez, ça c'est les onduleurs auxquels sont raccordées toutes les installations que vous voyez sur les toits. Et il y a le professeur Hassan Hamdi de l'ENIM, directeur des études, et il y a M. Hisnaoui, qui est juste à côté le chef de département, et il y a aussi mon collègue, professeur Mustafa El-Maalmi, qui est aussi à l'École nationale de l'industrie minérale, et je pense qu'ils peuvent confirmer ça. Et merci pour votre attention.